Nous sommes le vendredi 6 février 2015. Bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78. Voici les principaux sujets que nous allons développer. Politique avec l'officialisation de la candidature de Valérie Pécresse pour l'UMP à l'élection régionale en Ile-de-France. Divorce prononcé entre les socialistes et ses anciens alliés de gauche pour les départementales. Et puis la démission surprise du maire de Coignères, Henri Pailleux. Attrape, l'association Emmaüs s'installe en face des locaux de Pôle emploi. Nous reviendrons sur l'action de la communauté implantée dans la ville depuis 1988 avec un administrateur bénévole, Jean-Marie Reinert, invité du journal. Et puis nous reviendrons aussi, comme chaque fin de semaine, sur ce qu'il faut retenir depuis lundi, lutte contre la radicalisation dans le département, présentation du parcours du Paris-Nice et un nouveau directeur pour le Théâtre National à Montigny-le-Bretonneux. Après l'annonce surprise de sa démission après plus de 30 ans à ce poste, Henri Pailleux, maire d'hiver droite de Coignères, assure maintenant la promotion de son ouvrage, des séances de dédicaces pour celui qui n'a jamais pratiqué la langue de bois. Dans son livre La force de la conviction, un maire et ses combats aux éditions de l'Archipel, il raconte sa vie et les événements marquants qui ont ponctué son parcours de premier magistrat, mais aussi de conseiller général puis de vice-président du Conseil général des Yvelines. Henri Pailleux qui sera la semaine prochaine à la maison de voisinage, toujours à Coignères, pour échanger avec ses administrés et ses lecteurs. Il sera aussi l'invité du prochain 7-8 politique mardi 18h30 sur cette antenne. Et pendant ce temps, pour les régionales, l'UMP a officialisé la candidature de Valérie Pécresse en Ile-de-France. La députée, ancienne ministre, devrait affronter logiquement en décembre le socialiste Jean-Paul Huchon, le PS, qui doit encore trancher sur une 4e candidature du président sortant. Valérie Pécresse estime dans un communiqué que son investiture marque l'unité retrouvée de l'UMP. Côté programme, elle dénonce problèmes de transport, de logement, d'emploi, de formation et de vivre ensemble. Et puis une autre information politique, Front de gauche et Europe Écologie Les Verts main dans la main pour les prochaines élections départementales. Ce sera maintenant dans un peu plus d'un mois. Après Rambouillet lundi, une nouvelle candidature commune vient d'être annoncée aujourd'hui, cette fois sur le canton de Montigny-le-Bretonneux-Guyancourt. Elle sera portée par Émilie Germain-Védrenne du Parti communiste et Olivier Pareja d'Europe Écologie. Une candidature pour proposer, je cite, une alternative à la politique libérale de l'UMP, mais aussi du PS. Politique toujours, Jean-Louis Debré était ce mardi à Versailles, le président du Conseil constitutionnel, invité par France Culture dans le cadre de l'émission Rencontre du jeu de paume. Quel est le rôle méconnu de ce Conseil constitutionnel? Jean-Louis Debré a répondu aux questions de Mélanie Poquet et de Mickaël Elmidoro pour TV Fil. C'était l'événement ce mardi à Versailles. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, était invité par France Culture dans l'émission Rencontre du jeu de paume, un rendez-vous programmé dans l'enceinte historique versaillaise. L'homme politique français, ministre de l'Intérieur entre 1995 et 1997, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, est revenu à cette occasion sur les actions et les fonctions du Conseil constitutionnel. Il est là pour garantir la Constitution, mais surtout le préambule de la Constitution de 1958 qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui renvoie aussi au préambule de 1946. Les droits et les libertés tels que les républicains, tels que les hommes du 23 juin 1789 l'ont voulu. La liberté d'opinion, la laïcité, la liberté d'expression, toutes ces libertés qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la liberté d'association et bien d'autres, eh bien, la mission du Conseil constitutionnel est de les faire respecter. Je suis une juridiction indépendante, je juge la loi, soit quand elle est déférée par les parlementaires, le président de la République, le Premier ministre ou les présidents des assemblées, soit ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, lorsque des justiciables eh bien, contestent un article de loi ou d'une loi, ils peuvent, dans certaines conditions, nous saisir. Nous avons annulé une loi de 1831 ou 38 qui était l'hospitalisation sans consentement et qui avait cette loi qui avait fait que Camille Claudel, l'ami de Rodin, avait été hospitalisé pendant 30 ans. Nous avons annulé les tribunaux maritimes qui dataient de Colbert parce que la composition du tribunal, il y avait des gens qui n'étaient pas des juges, fonctionnaient pendant des siècles, mais chaque fois nous revisitons. Nous ne pouvons pas nous saisir, mais à la demande de justiciables ou de représentants de l'État ou de la nation, nous revisitons nos droits et nos libertés et nous regardons si ils ont été respectés.
Écoutez, c'est une toute petite équipe puisque le Conseil constitutionnel, c'est en tout du personnel d'entretien au président 60 personnes. Quand je suis arrivé, le Conseil rendait 16 décisions par an, nous en rendons 250 avec 8 membres, 9 avec moi, qui sont là et qui tous les jours jugent les recours qui sont déposés par nos concitoyens. D'une durée de 9 ans, le mandat de Jean-Louis Debré à la tête du Conseil constitutionnel s'achève en 2016. On en vient aux annonces du préfet des Yvelines concernant la lutte contre la radicalisation et le djihadisme. Érard Corbin de Manjou a lancé cette campagne gouvernementale cette semaine. Les détails avec Mickaël Elmidoro et William L. Les Yvelines sont particulièrement touchées par le djihadisme, zone d'attention pour les forces de l'ordre 50 ans en Yvelines et la vallée de la Seine. Au total, une centaine de signalements ont été enregistrés depuis mai 2014 dans le département. Les individus auraient en moyenne entre 15 et 30 ans. Le phénomène concernerait aussi bien les garçons que les filles. On ne va pas donner de chiffres parce que ça n'a pas d'importance, mais les Yvelines, comme tout département urbain et de la région Île-de-France, sont naturellement touchés dans tout son espace par cette situation. Et quand je vous disais sans signalement, ils sont répartis sur toute l'aire urbaine. Pour lutter contre le djihadisme dans les Yvelines, le département s'associe à la campagne nationale contre le terrorisme. Un numéro vert a été mis en place. Une brochure explicative sur les signaux de radicalisation est également téléchargeable sur le site internet de la préfecture. Objectif, prévenir la radicalisation et offrir une assistance aux familles dans la difficulté. Ce sont des indices concordants qui font qu'on va essayer de constater cette radicalité. C'est des signes simples. Alors bien sûr, les tenues vestimentaires, mais pas seulement. Ça peut être aussi le fait de ne plus regarder la télévision, de ne plus écouter de la musique, d'être très porté sur les réseaux sociaux, sur des sites très, très spécifiques. Ça peut être aussi d'abandonner le sport. Ça peut être tout un ensemble, encore une fois, d'indices qui permettent de dire il se passe quelque chose. Une fois le signalement effectué, des structures nationales et départementales s'occupent des individus considérés comme radicaux au cas par cas. Nous avons mis en place, comme je pense dans l'ensemble des départements concernés, d'abord une cellule de suivi extrêmement restreinte où tous les cas sont évoqués et une cellule d'évaluation nationale avec l'ensemble des partenaires où nous pouvons, là, essayer de trouver quel est l'organisme, l'institution, l'association qui est le mieux à même de prendre en compte la situation une fois que nous avons pu l'évaluer, savoir si c'était un vrai cas de radicalisation ou bien simplement un moment difficile d'un adolescent. Le djihadisme dans les Yvelines fait cette semaine les gros titres de l'actualité. Moussa Koulibaly, l'agresseur présumé de 3 policiers à Nice mardi dernier, habitait le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. L'invité de cette édition à présent, Jean-Marie Reinert. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes administrateur bénévole d'Emmaüs à Trappes. Votre actualité, c'est l'ouverture de nouveaux locaux dans la commune. On vous trouvait jusqu'à présent avenue de l'Armée Leclerc. L'association Emmaüs va s'installer maintenant au 201 avenue des Bouleaux. C'est en face du pôle emploi à Trappes. Pourquoi ce déménagement, tout simplement? Oui, d'abord, je voudrais vous dire que je me présente au nom de l'ensemble de la communauté. Tout à fait. C'est préalable. Et deuxièmement, le déménagement, au sens propre du mot, est terminé. Nous sommes installés maintenant au 201 avenue des Bouleaux, à Trappes. Si vous ne savez pas, c'est l'avenue des Bouleaux donne sur la route de Trappes et elle est, elle se situe devant, notre communauté se situe devant Pôle emploi. Voilà, pour bien le situer, Voilà. pour vous trouver. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce déménagement? Alors, motivé, il y a des raisons internes, il y a des raisons externes. D'abord, on y a été poussé. L'installation est terminée, on a été poussé à ce déménagement. Vous n'êtes pas sans savoir, de fait, l'enfouissement de la RN12, bon, banal maintenant. Oui. Deuxièmement, le réaménagement du plateau urbain du centre-ville. Comme nous étions dans le centre-ville, nous avons été automatiquement impactés dans ce réaménagement. Donc voilà, c'est une des premières raisons, effectivement, pour pouvoir permettre l'aménagement de la ville. Il y a des raisons internes. C'est que les locaux étaient de moins en moins adaptés à nos objectifs. Et de ce fait, nous étions
ils étaient insalubres et il nous a fallu trouver autre chose. Ça va nous permettre de parler de vos objectifs, parce que la communauté Emmaüs a été créée en 1988 Oui. à Trappes. Aujourd'hui, combien de personnes sont accueillies? Quel travail est mené là-bas? Je voudrais reprendre quand même ce qui a été dit. Pourquoi la nouvelle, le 201 Parce que, et en même temps ça vous parlera des inadaptations, parce que, on a beaucoup plus d'espace, donc ça c'est important. Deuxièmement, on a des activités regroupées. Et troisièmement, on a une meilleure accessibilité et pour les gens de Trappes et pour les gens de l'agglomération, car on vise l'agglomération. Alors vous m'excuserez, j'en reviens aux objectifs parce qu'on va être sinon pris par le temps sur cet entretien si on veut un petit peu tout aborder malheureusement. Aujourd'hui, quel est le travail qui est mené? Combien de personnes sont accueillies, accompagnées par cette communauté Emmaüs? Actuellement, nous avons 2 objectifs. Vous nous posiez le problème des objectifs. Le premier problème, c'est dans la période c'est d'accueillir la clientèle et de Trappes et de l'agglo. C'est notre premier objectif. Le deuxième, c'est quand la situation sera stabilisée, quand on sera sorti de la période actuelle de remise en route, je dirais, c'est l'accueil des compagnons. Vous devinez qu'entre le passé et le présent, il nous a fallu nous priver des compagnons que nous pouvions avoir. Alors ça nous permet de resituer aussi pour les personnes qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement d'Emmaüs. Ces compagnons, ce sont des personnes qui travaillent pour Emmaüs. Il y a je veux dire, une terminologie qu'on a. Le compagnon est celui qui est accueilli par la communauté. Il est hébergé, gîte et couvert. En fonction de quoi il donne sa part, il participe aux travaux, aux activités de la communauté et en même temps doit répondre aux impératifs de la vie collective. Au regard de la situation actuelle, un peu de la paupérisation de la société. Je n'oublierai pas le deuxième élément, c'est les bénévoles. Dans la phase actuelle, les bénévoles ont joué un rôle capital par la volonté de maintenir la présence. Parce que vous devinez que la décision de déménager n'a pas été facile. Et il a fallu une volonté de ceux-ci de vouloir maintenir la communauté dans la continuité de la pensée de l'abbé Pierre. Et justement, cette pensée de l'abbé Pierre, le mode de fonctionnement aujourd'hui, face à une paupérisation de plus en plus grande de la population, des nouveaux modes aussi de paupérisation, les nouvelles personnes qui sont concernées, est-ce que tout ça est un peu remis en cause? Est-ce qu'aujourd'hui le mode de fonctionnement d'Emmaüs est encore adapté? Je dirais que le mode de fonctionnement demeure tel qu'il est, mais c'est vrai qu'on a des adaptations considérables à faire du fait d'une mutation de ceux qui frappent à nos portes. C'est vraiment une mutation considérable. Avant, on avait le SDF que l'on rencontrait. Maintenant, ce sont des jeunes émigrés qui n'ont pas l'habitude d'une vie en société. Mais maintenant, c'est comme je vous ai dit, l'objectif là, on n'a pas à perdre du temps. L'objectif, c'est la remise en route de l'appareil pour pouvoir accueillir des gens répondant à nos critères. Et cette mise en route, justement, vous êtes fixé un long délai, ou ça y est, c'est bon, tout est opérationnel? Demain s'ouvre de 10h à 17h30, s'ouvrent nos magasins. Tous les mardis, tous les mercredis, veux-je dire, de 14h à 17h30, les mercredis, et les samedis de 10h en continu jusqu'à 17h30. Voilà, les horaires sont donnés. Et juste une dernière question, vous parliez de cette évolution et d'un nouveau public à accueillir et des modes de fonctionnement à réinventer. Comment vous y faites face, justement? Vous dites que c'est une réflexion qui se met en cours pour accueillir les nouvelles populations. Ce n'est pas seulement une réflexion, c'est comment on y fait face. D'abord, il nous faut trouver... pour l'aspect accueil, c'est notre vocation, on y restera fidèle. Maintenant, pour l'hébergement, nous aurons des problèmes à régler. Et pourquoi pas, c'est une pensée qu'on a, ne pas chercher un partenariat avec la ville pour que la ville se chargeant de l'hébergement et nous chargeons de l'encadrement de l'activité et de l'accueil de ses compagnons. En tout cas, Emmaüs a donc rouvert ses portes, le déménagement, c'est bon, vous nous l'avez dit. Naturellement. Ce sera dorénavant au 201 avenue des Bouleaux, toujours à Trappes, en face du Pôle emploi, pour le situer précisément. Merci à vous. Merci. Nous reprenons le cours du journal avec les chiffres de la sécurité routière sur l'année 2014 qui ont été dévoilés. Le nombre de morts sur les routes de département est plutôt stable par rapport à 2013. 47 personnes ont trouvé la mort sur les routes. Un reportage de William L. et de Mickaël Elmidoro. Les chiffres viennent de tomber, 47 personnes ont perdu la vie l'année dernière sur les routes du département, autant qu'en 2013.
Le nombre d'accidents est également stable avec 946 accrochages contre 947 l'année dernière. Dans le rétroviseur de la police yvelinoise, les deux roues, 25% des accidents mortels des Yvelines concernent des motards. Il faut qu'on continue à travailler avec les motards pour qu'ils respectent mieux les limitations de vitesse, les codes de la route. Je reste persuadé que le comportement doit être mieux calibré et pour ma part, je continuerai à demander à ce que les remontées de fil trop rapides soient verbalisées par les forces de police parce que je trouve que ça donne un comportement beaucoup trop libertaire et ça donne une route dangereuse et un sentiment de trop grande liberté sur la route. Pour réduire le nombre de morts sur les routes du département, les forces de l'ordre veulent augmenter les contrôles de vitesse avec des radars mobiles dans les secteurs urbains. Des tests salivaires pour lutter contre la prise de stupéfiants sur la route seront également développés en 2015. Une très très forte hausse des délits routiers. Nous avons constaté plus 40% de délits routiers l'année dernière, ce qui est énorme. Nous avons plus 20% de délits de grande vitesse. Nous avons plus de 40% de délits d'alcoolémie délictuelle, et y compris presque plus de 50% de conduite sous stupéfiants. Toutes les semaines, je constate des grands excès de vitesse. Écoutez, la semaine dernière, c'était 160 km/h au milieu d'un village, limité à 50 km/h. Mais si quelqu'un traverse, il ne peut pas s'arrêter. Et s'il essaye d'éviter la personne, le motard va tomber, c'est clair. Donc là, ce ne sont pas des comportements citoyens. Et c'est là aussi qu'il nous faut intervenir. Cette année, 5 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du département dans 2 accidents mortels en zone rurale. On a tous une bonne raison de rester vivants. Association Prévention Routière. La mobilisation dans l'éducation a assez peu suivi en début de semaine, mais malgré tout, plusieurs écoles étaient fermées mardi en raison d'un mouvement de grève lancé principalement par le syndicat FSU. Les raisons d'une colère d'une partie de la profession avec Mélanie Poquet. Des cours de récréation désertes, pas un bruit autour des établissements. Une scène commune dans des écoles saint-quentinoises ce mardi. Les professeurs grévistes ont plusieurs revendications. C'est la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui s'est faite d'une façon assez anarchique, qui a désorganisé complètement les écoles. À titre purement indicatif, il y a une circonscription des Yvelines où il y a 38 horaires différents. Donc il est évident qu'après, ça impacte forcément les situations de remplacement, de complément de service, etc. Je vais donner un autre exemple qui est celui des remplacements. Nous sommes ici à Trappes. Depuis la rentrée de janvier, c'est entre 14 à 20 professeurs qui ne sont pas remplacés chaque jour sur les écoles de Trappes. Donc effectivement, ce sont des désorganisations, c'est une continuité de l'enseignement qui ne peut pas être assurée, c'est des gros problèmes puisque une partie des enfants sont répartis, d'autres sont envoyés, donc une surcharge d'élèves dans les classes. Il faut savoir qu'un jeune professeur des écoles commence à 117% du SMIC, que cette année, alors je vais passer sur les péripéties, mais il faut savoir que les jeunes professeurs des écoles qui commencent cette année sont moins bien payés que ceux qui ont commencé l'année dernière. Et quant à la grille générale des enseignants, elle est très en deçà de la moyenne de l'OCDE. D'ailleurs, ça se traduit dans les difficultés qu'il y a à recruter. L'année dernière, pour la première fois, le concours de professeurs des écoles n'a pas fait le plein. Les jeunes professeurs des écoles stagiaires servent de moyens d'enseignement. Ils doivent assurer un demi-service. Ce ne sont pas des bonnes conditions de formation initiale. L'année dernière, ils assuraient une journée par semaine. Maintenant, c'est 2 jours une semaine, 2 jours et demi l'autre semaine, sachant que dans le même temps, ils doivent valider un Master 2. Donc ils sont submergés de travail. L'université a beaucoup de mal à organiser des horaires réguliers pour eux. Ce n'est absolument pas des conditions satisfaisantes de formation initiale. Le SNUI PP FSU Yvelines annonce 15 à 20% d'enseignants grévistes. Pour le rectorat, ils étaient près de 12% dans le premier degré et les collèges. Autre contestation, cette semaine, celle des médecins. Projet de loi santé, mais aussi absence de revalorisation tarifaire figure parmi leurs griefs. Les grèves se multiplient depuis le mois de décembre. Les cabinets étaient une nouvelle fois fermés jeudi dernier. Nous en avons parlé en plateau avec Bernadette Zambon. Elle est vice-présidente du syndicat national des jeunes médecins généralistes. Écoutez.
Vous représentez le syndicat des jeunes médecins. Est-ce qu'il y a des revendications spécifiques aussi autour de cette réforme santé, de cette loi santé qui est en préparation, qui sont portées par votre syndicat? Oui, ce qu'on aimerait aussi, c'est une revalorisation du statut de l'interne en médecine générale et une revalorisation de la formation pendant l'internat et puis ensuite la formation continue professionnelle. Avec notamment plus de moyens pour l'enseignement, pour la recherche. Aujourd'hui, la médecine générale est une spécialité à part entière, mais la recherche clinique est un peu le parent pauvre par rapport aux autres spécialités, avec peu de dotation financière dans ce sens-là. Et le statut des internes est vraiment précaire, avec des allégations qui avaient été faites par la Commission européenne sur le temps de travail des internes qui n'ont pas été du tout reprises par le gouvernement et aucune avancée n'était faite dans ce sens-là. Et puis par rapport à la formation continue, ce qu'on aimerait aussi c'est une possibilité d'avoir 10 journées par an de financement pour faire une formation continue en tant que généraliste. Donc il y a toute une partie formation aussi qui est importante pour nous. Autre invité cette semaine sur le plateau du journal, Lionel Massetta, c'est le nouveau directeur de la scène nationale des Yvelines. Il vient de prendre ses fonctions, il ne manque pas de projet, extrait d'un entretien à retrouver, comme les autres d'ailleurs, en intégralité grâce au replay sur notre site internet. Mais on va dire qu'il y a des choses qui vont se poursuivre ou se renforcer et d'autres choses qui vont être un tout petit peu nouvelles. Alors, dans les choses qui vont se poursuivre, il y a un travail absolument remarquable qui a été mené par l'équipe de Jacques Pornan et par Marie Didier, qui a assuré, administratrice du lieu, qui a assuré l'intérim. Et je tiens également à lui rendre hommage ce soir. Et puis Jacques Pornan, l'ancien directeur. Jacques Pornan, ancien directeur de la scène nationale pendant 10 ans. Un travail remarquable qui a été fait autour de l'art lyrique, notamment, pas que. Un travail de démocratisation culturelle. Donc ce travail-là, autour de l'art lyrique, va se poursuivre. La question de la pluridisciplinarité qui est au cœur du projet de cette scène nationale, qui a un cahier des charges, la pluridisciplinarité sera renforcée. Et dans les directions de programmation de la saison prochaine, elle est déjà renforcée. Ça, c'est des choses qui vont se poursuivre. Ensuite, il va y avoir des nouveautés, en effet. Dans les nouveautés, je citerai deux choses. Là, la question des partenariats, vous en parliez, elle est essentielle et pour moi, elle est au cœur du projet. Les partenariats, ils vont se renforcer. On parle de partenariats locaux au sein de la CASKI avec des partenaires naturels que sont les autres théâtres, que peut être le musée, que peut être le réseau de médiathèques. Il y a des partenariats qui peuvent se développer au-delà de la CASKI. Et puis des partenariats encore au-delà de la CASKI, au-delà du département et dans la région ou au-delà de la région. Il est important de souligner que c'est une scène nationale, donc fortement soutenue par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, par le département, mais également par l'État, avec des missions très claires, à savoir un ancrage local, d'une part, mais également une mission de rayonnement au-delà de la communauté d'agglomération. Du sport maintenant, la course au soleil, départ le 8 mars pour quelques-uns des meilleurs coureurs du monde. Cela débutera à Maurepas dans les Yvelines. Le tracé vient tout juste d'être dévoilé. Le tracé du Paris-Nice 2015 a été dévoilé par Amaury Sport Organisation. Cela devient une habitude. Pour la 6e année consécutive, les premiers coups de pédale de cette 73e édition seront donnés depuis le département des Yvelines. Maurepas a été sélectionné pour accueillir le prologue le 8 mars prochain. Le peloton s'élancera également de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour la première étape programmée le lendemain. On est toujours très heureux non seulement de partir des Yvelines pour la compétition sportive, mais aussi parce qu'il y a autour de la compétition un tas d'événements. Je pense au village qui est installé, aux randonnées qui sont faites. C'est un département cyclable. Quand on dit tous à vélo dans les Yvelines, ça veut vraiment dire quelque chose. On voit de plus en plus de cyclos le week-end ou en semaine, profiter des côtes, profiter du terrain. C'est vrai qu'on est tout près de Paris et qu'en même temps on est aussi à la campagne. Donc pour les gens à bicyclette comme pour les champions à vélo, c'est un département quasiment idéal pour la pratique du cyclisme. Le prologue de Maurepas, long de 6 km 700, est très technique. Des écarts entre les concurrents sont à prévoir dès ce contre-la-montre. Le départ ne sera pas au même endroit que l'arrivée, donc ça sera vraiment deux endroits distincts avec 1 kilomètre de différence entre ces deux points-là. Mais c'est un parcours en campagne, carrément en campagne. La première partie, c'est une partie boisée, et ensuite un retour vers Maurepas, vers une difficulté. On va dire que c'est la côte du donjon, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on passe pas loin du donjon, et avec des relances pour aller chercher l'arrivée, donc boulevard Michel Miseret. Donc c'est pas un parcours tout plat, c'est pas des grandes routes, c'est vraiment assez technique, et on pourrait avoir des surprises après cette étape. Très prisées par les cyclistes amateurs, les routes sinueuses de Saint-Rémy-les-Chevreuses ont été remises au programme de ce Paris-Nice 2015.
C'est vrai qu'on a fait une arrivée d'étape en 2012 à Saint-Rémy-les-Chevreuses, du contre-la-montre. Là, on va y repartir. Mais Saint-Rémy, c'est dans la vallée de Chevreuse. On est bien abrité du vent. Et après 3 km, il y a une difficulté. C'est la seule difficulté, elle n'est pas très dure, mais c'est la seule difficulté qui compte pour le classement du meilleur grimpeur. Donc, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, il y aura un maillot de distribué. Donc, je pense que ça va partir très vite. Le décor est désormais planté. Les stars du cyclisme, Jean-Christophe Perrault, Thomas Voeckler, Bradley Wiggins ou encore Richie Porte doivent maintenant écrire le scénario de cette course du soleil. Premier chapitre le 8 mars prochain à Maurepas. C'est la fin du journal. Rendez-vous lundi aux horaires habituels pour une nouvelle édition. Pour faire un point complet, très bon week-end.